c'est très symptomatique d'une société, en effet, où les choses sont en train de se régler par les armes. On parle de ferment de guerre civile depuis des années. On l'avait vu avec l'affaire George Floyd. Bonjour à tous et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Ce mercredi 10 septembre, Charlie Kirk, influenceur conservateur, a été assassiné lors d'un débat politique dans l'université de l'Utah. Pour parler aujourd'hui de ce sujet, je suis avec Régis Le Sommier. Bonjour Régis. Bonjour Joséphine. Et pour commencer, qui était Charlie Kirk ? Alors, Charlie Kirk, il avait une place particulière dans la galaxie trumpienne, si on peut l'appeler ainsi. Vous savez, Trump à la différence de nos politiques en France, vraiment joué le jeu des réseaux sociaux, des influenceurs, des blogueurs pour se faire élire, hein. C'est quelqu'un qui s'est appuyé sur ces gens qui euh, ont des milliers de followers. Je crois que Charlie Kirk avait près d'un million de followers sur les réseaux. Et il représentait une dimension particulière, c'est-à-dire que c'était la jeunesse du parti des Trumpiens, en fait, hein, du parti républicain. Euh, Il y en a d'autres, hein, évidemment, Tucker Carlson, Joe Rogan, etc., qui ont de l'influence, mais sur les couches de population plus âgées, Charlie Kirk, lui, c'était vraiment le MAGA, mais chez les jeunes. Donc c'est un petit peu la nouvelle génération. Il avait su galvaniser une partie de ces jeunes électeurs américains pour les faire aller voter Donald Trump. Il avait donc une importance assez considérable et il jouait un rôle. Alors, à la différence des autres blogueurs, je ne peux pas dire que les autres blogueurs soient nécessairement, vous savez, aux États-Unis, la modération existe assez peu, mais lui, c'était une dimension supplémentaire, c'est-à-dire qu'il y avait vraiment une confrontation. Il n'hésitait pas à aller rencontrer ses ennemis. Il lui arrivait régulièrement d'être pris et d'être apostrophé pendant un meeting ou pendant un débat qu'il tenait, et il répondait, et c'était publié sur les réseaux, et tout de suite, évidemment, il y avait une polémique. Il cherchait ça, il aimait la polémique, et parfois, c'était des débats très, très, très musclés, ce qui fait que, effectivement, Charlie Kirk représentait un peu comment quelqu'un, pas un homme à abattre, mais quand même pour le camp démocrate, quelqu'un qui était vraiment un ennemi dans la galaxie trumpienne. Voilà. Mais donc, face à ce tragique événement, quelle a été la réaction de Donald Trump et comment peut-il agir face à cela ? Donald Trump a été désolé, il a fait des messages, J.D. Vance également, saluant justement on peut dire, ce martyr du Trumpisme, euh, soulignant aussi, ce qui est intéressant, c'est que cette mort a aussi suscité des réactions dans le camp démocrate, Barack Obama en particulier, expliquant que la violence, il fallait que ça cesse. Violence qui est quand même, il faut le dire, euh, dirigée contre les républicains, mais on a oublié aussi que les assassinats par balles ont eu lieu, je pense en particulier le 14 juin dernier. Vous avez eu Melissa Hortman et son mari Mark, des représentantes démocrates du Minnesota, qui ont été tuées. Le sénateur John Hoffman aussi, son épouse, grièvement blessée lors d'une attaque aussi. En avril 2025, donc il n'y a pas si longtemps que ça, tentative d'incendie contre le domicile du gouverneur Josh Shapiro aussi, gouverneur démocrate de Pennsylvanie. Donc cette violence par balle, elle n'affecte pas que les républicains. Maintenant, chez les républicains, là, c'est une personnalité d'importance qui a été tuée, mais on se souvient aussi que Donald Trump, au moment où il avait le vent en poupe et où on sentait qu'il allait potentiellement remporter l'élection, a été victime de 3 tentatives d'assassinat, dont une de laquelle il a réchappé miraculeusement. On se souvient de cette balle qui lui a traversé l'oreille, qui aurait pu lui traverser la boîte crânienne. Donc oui, quand Barack Obama explique que la violence ne doit pas avoir lieu, n'a pas de droit au séjour aux États-Unis,
bien, en fait, en réalité, il prend acte du fait qu'en fait, elle est extrêmement présente et que les actes de violence par balle se sont multipliés ces dernières années, visant des personnalités, et qu'aujourd'hui, c'est aussi le signe que la société américaine, société où il y a beaucoup d'armes en circulation, c'est ça aussi le paradoxe des États-Unis, c'est que, évidemment, la tentation pour déséquilibrer d'un côté ou de l'autre, d'utiliser des armes pour abattre leurs adversaires est grande, et elle peut, effectivement, elle se manifeste de plus en plus, et c'est en effet un phénomène très inquiétant aux États-Unis en ce moment. Mais est-ce que les démocrates condamnent tous cet acte? Et autre question, est-ce qu'il y a autant de violence du côté des démocrates? Bah, écoutez, j'ai expliqué que des républicains ont dû cibler des démocrates. Après, la personnalité des gens qui ciblent est souvent assez difficile à évaluer. On a vu des tentatives d'assassinat contre Donald Trump notamment, d'anciens républicains retournés contre Donald Trump. Alors, les tueurs sont désignés comme d'anciens républicains parce qu'à un moment de leur vie, ils ont soit adhéré au Parti républicain, soit donné de l'argent, fait un don pendant une campagne électorale. Est-ce que ça les motive? Est-ce que structurellement ça en fait des républicains vous savez, il y a aussi au sein du Parti républicain des gens qui sont viscéralement anti-Trump. Ça existe aussi. Le problème est complexe, mais aux États-Unis, je pense que l'explication, elle est transpartie, c'est-à-dire que ça touche, à mon avis, autant les démocrates que les républicains. Maintenant, chez les républicains, trois tentatives d'assassinat chez Donald Trump. Parmi ceux qui ont tenté de tuer Donald Trump, un seul était, on va dire, identifié comme woke, partisan de Biden, pour la guerre en Ukraine, etc., qui avait tenté d'abattre Donald Trump avec une carabine autour de son parcours de golf en Floride, à Miami. Les autres ayant des profils politiques beaucoup plus, on va dire, beaucoup plus douteux, beaucoup plus difficiles à identifier. Donc c'est ça le problème, c'est la circulation des armes, la polarisation extrême, le fait qu'un individu peut décider finalement de pénétrer dans un meeting et parfois parvenir à déjouer la sécurité. Donald Trump ne fait plus de meetings, hein. J.D. Vance en fait encore, mais il a nettement limité le nombre de meetings. Donc oui, c'est un fait de société, et il semble qu'il y ait une accélération de ce type d'action aux États-Unis actuellement. Bah justement, on va revenir dessus. En ce moment, il y a quand même beaucoup d'événements tragiques aux États-Unis. Est-ce que les États-Unis sont en train de rentrer dans un moment sombre? Bah, moment sombre, disons que la présence de Donald Trump au pouvoir aux États-Unis est aussi symptomatique d'une réaction de la société américaine par rapport à un état de fait qui avait porté Barack Obama 2 fois au pouvoir, puis Joe Biden ensuite. Dans un premier temps, Donald Trump, ensuite Joe Biden. On oscille entre des extrêmes. On avait coutume de dire qu'aux États-Unis, il y avait ce qu'on appelait the pendulum, c'est-à-dire un balancier comme ça, qui pouvait aller très très à gauche et qui ensuite revenait vers le centre, et qu'en gros le paradoxe et en même temps le génie de la démocratie américaine, c'était de faire en sorte que même si on allait très à droite ou très à gauche, on arrivait à revenir au centre à un moment. Maintenant, il semble que ce pendule soit bloqué soit d'un côté, soit de l'autre, avec le gouvernement Biden qui effectivement est allé très loin aussi dans l'accueil des migrants, dans le wokisme, la promotion de ces idéologies-là, et par répercussion, immédiatement, Trump est revenu au pouvoir portant justement des combats opposés. Avec aussi la question de la guerre en Ukraine, avec la question aussi de l'interventionnisme américain par-delà les mers, qui est une tradition encouragée par les démocrates, donc, que les démocrates ne sont pas les seuls à partager, hein. George Bush a lancé des croisades en Afghanistan, en Irak, et il était républicain. Mais si vous voulez, le Trumpisme, lui, s'oppose justement
prône l'Amérique d'abord, avant ses interventions, prône la paix dans le monde, veut une Amérique forte dans un monde multipolaire. Donc les choses ont changé et la nature du Trumpisme est différente du républicanisme traditionnel. Mais oui, c'est très symptomatique d'une société, en effet, où les choses sont en train de se régler par les armes. On parle de ferment de guerre civile depuis des années. On l'avait vu avec l'affaire George Floyd, où des centres-villes avaient été, on va dire, sous émeute pendant des mois aux États-Unis. La dernière année du précédent mandat de Donald Trump, ça avait été quelque chose d'assez effrayant, qui laissait penser que finalement les États-Unis aujourd'hui étaient dans deux directions différentes, avec deux États qui me semblent vraiment symptomatiques de ça, qui sont la Floride, qui est devenue très à droite, qui chasse les ouvrages wokistes dans les bibliothèques, par exemple, et puis la Californie, qui est très à gauche, où le phénomène existe inverse. Deux pays qui finalement font partie des États-Unis d'Amérique, mais on se demande ce qu'ils ont de uni dans les États, et qu'il y a deux philosophies de vie qui semblent s'opposer aujourd'hui aux États-Unis et qu'elles semblent vraiment irréconciliables. Et pour terminer, Régis, dernière question. Charlie Kirk a été tué pour ses idées politiques. Qu'est-ce que cela dit de la violence de la population aux États-Unis? Bah, tu es, oui, victime de son, on va dire, du fait qu'il prenait des risques aussi à parcourir les campus universitaires. Là, en l'occurrence, c'était dans l'Utah. Il s'exposait, il n'hésitait pas à porter la contradiction auprès de ses détracteurs. Il était il faisait pas comme un Tucker Carlson, par exemple, qui certes va parfois interviewer des chefs d'État à l'étranger, mais donc sort de chez lui, mais finalement la plupart du temps est dans un studio. Là, Charlie Kirk, c'était complètement différent. C'était vraiment il y avait un phénomène où il connectait avec la foule. C'était un peu un mini Trump en un sens. Et donc oui, prenant ces risques-là, il est victime de cette vague, on va dire extrémiste, de cette vague qui soulève les États-Unis avec les partisans de Trump d'un côté, les opposants à Trump de l'autre, deux populations, deux Amériques qui se font face à face, qui sont plus l'une avec l'autre. Vous savez, moi j'ai connu les États-Unis quand j'y étais correspondant, où même l'élection de George Bush en 2004 avait été saluée par les républicains qui avaient perdu, en disant voilà, ça fait partie du jeu électoral. On a perdu l'élection et on se range derrière le président des États-Unis d'Amérique. Aujourd'hui, c'est plus ça. Aujourd'hui, on a des gens qui restent depuis l'élection de Trump, qui sont véritablement en deuil et qui considèrent que on a un fasciste, un extrémiste à la Maison Blanche, voire pour certains qu'il faut l'éliminer. Et c'est là où aujourd'hui il y a des vraies craintes que les deux adversaires des États-Unis, d'ailleurs, sont très conscients de ça. Les Russes en particulier, les Chinois savent que, à la différence de leur société qui, elles, ont des problèmes, la société chinoise a des problèmes de par son gigantisme, elle est très sensible au ralentissement de l'économie, la société russe est sous sanctions, elle souffre, elle est dans une guerre, etc. Mais ce sont des sociétés qui restent cohérentes et où, on va dire, pour prendre ces deux exemples, on pourrait prendre l'exemple de l'Inde aussi, où l'ordre établi n'est pas remis en question. Et je pense que ces sociétés-là et ces leaders-là observent les États-Unis comme un pays potentiellement plus fragile aujourd'hui à cause justement de ce ferment de guerre civile qui existe au sein de sa population et qui pourrait très bien dégénérer. On pourrait assister à des émeutes comme on en a déjà connu. D'abord, la violence, c'est pas un phénomène nouveau aux États-Unis, hein, c'est un phénomène consubstantiel de la naissance des États-Unis. Regardez toute l'époque justement de la conquête de l'Ouest, et ce que ça a pu donner comme drame et comme massacre. Ça fait partie des États-Unis, et rappelons aussi que les États-Unis sont un pays qui va bientôt fêter ses 250 ans d'existence, et que sur ces 250 ans, je crois qu'on est à peu près à 225 ans. Pendant 225 ans, le pays a été en guerre. Donc voilà, donc c'est un pays où la violence est présente. Mais Maintenant, est-ce que cette violence va-t-elle arriver jusqu'à dissoudre la société américaine, ou faire en sorte que finalement
elle se décompose de l'intérieur. Mais est-ce que vous pensez que cette violence va continuer? Je ne vois pas de moyens, ou en tout cas euh, de facteurs de rassemblement aujourd'hui qui permettent à cette violence de diminuer. Elle pourra, je pense, diminuer avec une prospérité retrouvée. Ce que Trump a promis, s'il applique ses tarifs douaniers, c'est pour attirer des entreprises, pour qu'elles viennent aux États-Unis et pour créer de l'emploi aux États-Unis. C'est un des arguments avancés. Maintenant, est-ce que ça va se produire? Est-ce que les États-Unis vont connaître une prospérité? Si les États-Unis connaissent une prospérité, je dirais que la prospérité économique endigue quelque part la violence sociale d'une certaine façon. Mais elle ne va pas l'arrêter complètement, puisqu'on est, je vous dis, sur deux camps qui sont sur des principes idéologiques complètement opposés et pour lesquels l'intérêt des États-Unis d'Amérique semble secondaire. À une époque, l'intérêt des États-Unis d'Amérique semblait premier. Les États-Unis, qu'on soit de gauche, d'extrême gauche, moi je me souviens d'avoir assisté au congrès des démocrates à Boston en 2004, et la composante de gauche, ou très à gauche à l'époque, incarnée par Howard Dean ou des personnages comme ça, vous assistiez à leur meeting, vous aviez le Pledge of Allegiance, chacun chantait l'hymne américain, la main sur la poitrine. C'est l'extrême gauche américaine, donc c'est quand même un peu différent de notre extrême gauche qui a troqué le drapeau français pour le drapeau américain, le drapeau palestinien aujourd'hui. Donc on est quand même dans une galaxie différente où le plus petit dénominateur commun reste l'amour du pays et la sacro-sainte croyance que l'Amérique est un pays unique au monde, que c'est le meilleur des pays. Euh, c'est un des rares pays où la plupart des politiciens de droite comme de gauche disent We're the best country in the world. Vous n'entendez pas de politiciens français dire on est dans le meilleur pays au monde. On n'en parle pas, on ne dit pas ça aujourd'hui en France. On ne dit pas ça en Europe. On dit ça aux États-Unis. On disait ça en tout cas. Aujourd'hui, je pense que ce qui est en train d'arriver est très inquiétant. Merci Régis pour vos réponses. Merci beaucoup. Et merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne YouTube. Et je vous dis à très bientôt.